Ce matin. Nous accueillons Madame Catherine Pogam-Burtz, c'est ça, c'est bon, voilà, qui est candidate proposée par le Président de la République à la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Voilà, cette audition sera suivie d'un vote sur cette candidature pour lequel, vous le savez, aucune délégation ne sera admise au titre de l'article, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Mais vous avez l'habitude de l'exercice. Voilà. Alors, je vous indique également que ce matin, au niveau du Sénat, nous avons un problème informatique, donc Déméter ne fonctionne pas. Voilà. Donc, alors que nous avions mis les textes comme convenu la veille pour que vous puissiez examiner les éléments, d'accord. Voilà. Mais en tous les cas, ce matin, on a un dysfonctionnement. Je pense que c'est ce qui a dû faire en sorte que l'informatique déraille. Voilà. Alors, pour revenir à notre audition. Je vous rappelle que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public à caractère administratif, un EPA, chargé d'évaluer, de surveiller et de contrôler les médicaments et les produits de santé. Elle délivre notamment les autorisations de mise sur le marché des produits de santé, réalise des inspections et peut, le cas échéant, prendre des mesures allant jusqu'au retrait d'un produit du marché. Le directeur général est nommé pour une durée de 3 ans et son mandat est renouvelable. Madame, je vous propose de débuter cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous exposerez votre parcours professionnel qui vous a conduite, je le rappelle, en dernier lieu, aux fonctions de directrice générale adjointe de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous pourrez également développer la vision que vous avez de votre mandat à la tête de l'agence. Voilà. Et ensuite, je vous poserai quelques questions en qualité de rapporteur spécifique pour ce type d'exercice. Et puis nous aurons le débat auprès de nos différents collègues sénateurs. Voilà. Madame, c'est à vous. Très bien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous dans le cadre de ce projet de nomination en qualité de directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dite l'ANSM, et j'emploierai souvent cette abréviation. Donc je vous propose donc dans mon propos liminaire de commencer par une brève présentation de mon parcours professionnel et effectivement ma vision des enjeux et des objectifs à venir pour l'agence. S'agissant de mon parcours professionnel, je suis médecin hospitalo-universitaire, je suis professeur d'anesthésie et réanimation depuis 2010. J'ai exercé comme chef de service, puis chef de pôle au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je travaillais alors plutôt dans les hôpitaux du nord de Paris, quelque part entre Louis Mourier, l'hôpital Beaujon, Bichat, La Riboisière, Robert Debré. À cette occasion, j'ai pu développer notamment mes compétences managériales. Durant ce parcours, j'ai également acquis une connaissance approfondie de la recherche clinique, avec plus de 200 publications dans mes rapports de publication. J'ai également acquis une connaissance des méthodes d'élaboration des référentiels scientifiques de bonne pratique. J'ai été appelée au poste de directrice générale adjointe de la PHP en juin 2020, il y a donc un peu plus de 4 ans. Je dois reconnaître qu'un petit aparté sur cette période Covid a été quand on était chef de service d'anesthésie et réanimation et responsable d'une collégiale d'anesthésie et réanimation au périmètre Île-de-France, l'occasion de se confronter à beaucoup de choses, mais notamment au sujet des pénuries de médicaments. Ça a été aussi l'occasion pour moi de relever et c'est l'occasion de le relever ici, le travail des équipes de l'ANSM, quand on travaillait vraiment notamment de façon extrêmement rapprochée, quand il s'agissait d'autoriser les essais cliniques, quand il s'agissait d'autoriser notamment les tests et d'avancer sur les tests antigéniques. Ce travail était indispensable et de sécuriser les médicaments qui étaient proposés pendant cette période. Durant ces 4 ans, en tant que directrice générale adjointe, j'ai développé une vision transversale des enjeux de gestion d'un établissement public de santé. Je ne vais pas les détailler tous, ils sont nombreux, vous vous en doutez, mais je souhaiterais peut-être en évoquer 2 qui résonnent particulièrement avec ma candidature. Le premier concerne la supervision de l'Agence générale des équipements et des produits de santé de la PHP, l'AGEPS, que vous connaissez peut-être plus sous ce nom-là. À cette occasion, j'ai pu appréhender les enjeux de disponibilité et d'approvisionnement par une autre facette. Et puis en supervisant l'établissement public pharmaceutique de
l'EP, j'ai pu développer des connaissances sur les problématiques de fabrication et d'exploitation de médicaments. J'ai également travaillé plus récemment dans le cadre de la stratégie nationale d'anticipation et de gestion des tensions et des ruptures aux modalités de la mise en place d'une coordination et d'un pilotage d'un réseau public-privé dans le cadre d'une sous-traitance pharmaceutique. Le deuxième point que je voulais mettre en exergue rapidement a trait à la supervision que j'avais de la direction des services numériques de la PHP. Alors, ce point me semblait important à noter parce qu'il m'a permis d'acquérir des compétences en matière de stratégie de développement de l'usage des données de santé au service du pilotage d'un établissement, d'une part, et puis ça m'a permis également d'interagir avec l'écosystème national s'agissant des stratégies concernant les données de santé, que ce soit la plateforme des données de santé dite HDH, le comité de pilotage stratégique des données, ainsi que les acteurs académiques. Ceci me semblait revêtir un intérêt particulier à l'heure où l'utilisation des données de santé en vie réelle représente un enjeu majeur pour les missions de l'ANSM, notamment pour lui permettre de piloter la sécurité des produits de santé tout au long de leur vie. En synthèse, j'ai donc un parcours professionnel qui est inédit, mais il est cohérent, il est toujours éclairé par mon regard de clinicienne et de chercheuse, et il est guidé par mon attachement que je qualifierais de viscéral aux valeurs du soin, soigner et prendre soin, au service public et plus largement à la santé pour tous. Dans ce cadre, ma candidature à la direction de la NSM s'inscrit donc dans cet intérêt prononcé pour les missions de service public que l'agence exerce sur les questions de sécurité sanitaire. Venons-en là. Donc très rapidement quelques mots sur l'agence et ses enjeux. L'agence, vous l'avez dit, Monsieur le Président, est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. L'agence assure au nom de l'État la sécurité des produits de santé et favorise l'accès à l'innovation thérapeutique. L'agence agit au service des patients, aux côtés des professionnels de santé et en concertation avec leurs représentants respectifs qui sont présents dans toutes les instances de l'agence. Les missions de l'agence s'exercent à tous les stades de la vie des produits, effectivement au moment des essais cliniques, au moment des autorisations de mise sur le marché, au moment des accès précoces, mais aussi dans le suivi une fois la mise sur le marché, notamment en termes de vigilance, afin que les produits de santé donc, qui soient disponibles en France soient sûrs, efficaces, accessibles et bien utilisés. L'agence s'appuie sur une expertise interne qui est extrêmement développée, mais aussi sur des experts externes, dans un cadre déontologique qui est strictement défini et totalement transparent. Et ce point est un élément cardinal pour la garantie de la sécurité de nos concitoyens et pour leur confiance. L'agence, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dispose de pouvoirs de contrôle et de police sanitaire, et notamment lui permettant de modifier, de suspendre, voire d'interdire des productions ou des autorisations de commercialisation dans un seul but, la sécurité des patients. Et elle peut également prendre des sanctions financières en cas de non-respect de la réglementation. On y reviendra sans doute. Enfin, le dernier point que je souhaitais souligner sur le rôle de l'agence, c'est ses actions au niveau européen. L'agence participe de façon prépondérante au fonctionnement de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, notamment s'agissant des dossiers d'analyse en vue des autorisations de mise sur le marché. Elle travaille en réseau et de façon très rapprochée avec les autres autorités réglementaires des États membres sur les différents sujets ayant trait aux produits de santé. Donc l'agence contribue ainsi d'une part à faire valoir la voix de la France et de ses spécificités, et d'autre part à mutualiser le travail avec les autres États membres, toujours au service de la sécurité sanitaire, c'est aussi de l'ensemble des concitoyens européens. Concernant les enjeux, ils sont multiples et, j'allais dire, ils s'accélèrent. Ils s'accélèrent parce que les évolutions sont rapides en matière d'environnement technique, numérique. Elles sont aussi rapides en termes d'évolution économique et sociale. Les conséquences sur les produits de santé, les comportements des professionnels et des patients sont également un défi pour la NSM. L'arrivée d'innovations d'ampleur, en lien notamment avec le développement du numérique et des algorithmes, la transition écologique, l'anticipation et la gestion des crises sanitaires, le développement du bon usage, la lutte contre l'antibiorésistance, mais aussi le lien et la communication avec les patients et les professionnels de santé constituent, restent et seront toujours des enjeux majeurs pour l'agence.
Je me permets de revenir peut-être plus en détail sur 2 d'entre eux. Le premier concerne les pénuries et les ruptures de stock. Vous le savez, le phénomène est mondial et les causes sont multifactorielles, comme cela a pu être souligné dans le rapport de la commission d'enquête que vous avez rendu l'année dernière sur le sujet. En 2023, la NSM a géré 5000 signalements de rupture ou de risque de rupture. C'est un tiers de plus qu'en 2022. C'est quasiment 750 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui doivent disposer maintenant d'un stock de 4 mois. Et vous savez que ce stock de 4 mois tient au fait que c'est des médicaments sur lesquels il y a déjà eu des tensions et le stock passe de 2 mois à 4 mois. Je connais et j'ai eu l'occasion de le vivre, je vais dire en direct et de près, les inquiétudes majeures que ces pénuries génèrent pour les patients en premier lieu, mais aussi pour les prescripteurs et pour les pharmaciens qui doivent gérer ces situations. La lutte contre les pénuries fait partie du quotidien des équipes de l'agence qui sont pleinement engagées pour continuer à garantir l'accès et l'approvisionnement régulier en produits de santé, en particulier pour ces médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur, à savoir notamment liés au risque d'un impact sur le pronostic vital en cas de non-disponibilité. En la matière, le champ des missions de l'agence est dans le champ des missions de l'agence. Elle déploie des actions qui visent à l'anticipation, la détection, la gestion et la gestion le cas échéant. Ces actions ont été reprises dans la feuille de route interministérielle qui a été donc publiée en début d'année, s'agissant de garantir la disponibilité des médicaments et assurer à plus long terme une souveraineté industrielle. La NSM agit aux côtés des différents acteurs de la chaîne pharmaceutique, qu'il s'agisse de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé, mais aussi du ministère de l'Industrie notamment. Ces actions, encore une fois, sur la pénurie, je l'ai évoqué en premier lieu, mais elles sont aussi portées en collaboration avec les autorités européennes et internationales, notamment quand il s'agit de renforcer le partage d'informations sur les tensions d'approvisionnement, avec l'idée de pouvoir activer des solutions complémentaires aux actions nationales, mais également en contribuant au renforcement du cadre européen pour les obligations imparties aux industriels concernant les médicaments essentiels. Il peut s'agir notamment des notifications comme des analyses de vulnérabilité. Le deuxième point que je voudrais envisager avec vous s'agissant des enjeux, c'est l'accès à l'innovation thérapeutique. Vous savez que la NSM encadre et accompagne la mise à disposition des produits de santé innovants en toute sécurité. Pour cela, elle est à l'écoute des patients et des professionnels de santé afin d'identifier et d'être un cran plus haut, afin d'identifier les besoins non couverts ou de cadrer des prises en charge thérapeutiques innovantes. Et c'est dans ce cadre qu'elle a développé notamment le guichet d'innovation. Par ailleurs, en collaboration avec l'AHAS, la NSM a su développer des procédures qui permettent un accès précoce avant la décision d'autorisation sur mise sur le marché, notamment pour certains produits dont on pense qu'il est nécessaire de les mettre à disposition le plus tôt possible, mais aussi de manière sécurisée, en particulier dans le cadre d'impasses thérapeutiques. Peut-être un mot là, sur une catégorie où ce sujet peut être particulièrement prégnant, c'est celui des maladies rares. Les maladies rares, notamment, sont par définition des maladies sur lesquelles il peut être plus compliqué de réaliser des essais cliniques traditionnels. Et là, il est important de pouvoir développer d'autres méthodes et d'accompagner notamment un certain nombre de repositionnements de médicaments. Certains industriels ont un médicament dans une indication et il peut apparaître intéressant de la développer dans une indication liée aux maladies rares. Et la NSM travaille en collaboration avec les filières des maladies rares, notamment pour octroyer des cadres de prescription compassionnelle qui permettent aux patients d'accéder à ces molécules. Venons-en à mes objectifs. Ma candidature à la direction générale de la NSM s'inscrit dans une période qui est un petit peu particulière puisque le renouvellement du contrat d'objectifs et de performance de l'agence a été signé cet été avec l'État. C'est un 3e cadre quinquennal qui donne à l'agence une feuille de route en cohérence avec les priorités actuelles et à venir de l'agence.
Il repose sur 4 axes. Une agence garante de la sécurité des patients dans le cadre de leur utilisation des produits de santé. Une agence agile et accompagnant l'innovation. Une agence à l'écoute et au service des citoyens. Et une agence performante et engagée. Ces orientations stratégiques dans lesquelles je m'inscris pleinement sont parfaitement alignées avec ma sensibilité de clinicienne qui place la sécurité vis-à-vis des patients comme une mission première de l'agence, avec les autorisations de mise sur le marché, la pharmacovigilance, les enjeux de police sanitaire, mais aussi la disponibilité et la lutte contre les pénuries qui deviennent un enjeu de sécurité sanitaire, ainsi que la mise à disposition de l'innovation pour les patients et les professionnels. S'agissant donc de ce nouveau contrat, je vous propose d'en évoquer quelques éléments sans entrer dans une description extensive à ce stade. Le premier axe concerne l'agence garante de la sécurité des patients avec un premier item qui porte sur l'anticipation et la gestion des pénuries. Je ne vais pas non plus détailler les actions, mais les actions à venir ciblent peut-être deux points qui me semblent intéressants. L'anticipation des pénuries, notamment la nécessité de poursuivre les analyses des vulnérabilités, des chaînes industrielles des médicaments et des dispositifs médicaux, dont on parle souvent moins, avec la direction générale, avec la DGE et la DGS. Il s'agit aussi de créer un système d'information qui soit dédié à la gestion des ruptures, idéalement en lien avec les bases de données européennes pour consolider et agréger toutes les informations disponibles. Ça passe par le développement de nouveaux outils numériques qui permettraient de faciliter une vision globale et le pilotage de la chaîne de valeur sur tout son déroulement, production, distribution, prescription, consommation. Cet outil numérique est en cours de développement et qui fait partie des objectifs est absolument majeur pour être en mesure d'anticiper et de piloter ces différents éléments. Le deuxième point concerne les partages de données, notamment, avec la totalité, là aussi, des acteurs. Les industriels en région, via les ARS, les hôpitaux, les officines, les professionnels de santé et bien sûr les patients. L'objectif est là aussi de pouvoir anticiper d'une part et répondre aux besoins générés par les tensions d'approvisionnement et répondre aux besoins de façon adaptée aux différents interlocuteurs. À ce stade, il est important de souligner l'importance de l'échelon territorial qui est nécessaire pour disposer des remontées de terrain, des remontées qui sont au plus près, mais qui est également nécessaire pour évaluer l'application des mesures qui sont prises au niveau national et s'assurer de leur adéquation. Ceci, globalement, est plus large que dans le sujet des pénuries, puisqu'il est vrai de tous les champs d'action de l'ANSM, et il y a un item dans le contrat d'objectifs à ce sujet. Un point qui m'est cher, qui est en corollaire de cette lutte contre les pénuries, c'est le renforcement du bon usage et la lutte contre le mésusage. Alors c'est une action qui inclut énormément d'autres acteurs publics au niveau national, mais au niveau territorial. Néanmoins, cette action de bon usage et de prévention contre le mésusage est une démarche globale qui a du sens à plusieurs titres. Au titre de la sécurité des médicaments, en réduisant la iatrogénie, au titre, bien sûr, de la réduction des consommations, mais aussi au titre de la sobriété de nos organisations. Là encore, afin de mener à bien ces actions dans le domaine, l'agence doit être en mesure de développer. Elle dispose d'un grand nombre de données issues de sources différentes et souvent de sources internes liées à ses propres activités. Et il va être important d'être capable de les organiser, de les compléter et de les exploiter au mieux. Alors c'est des volumes très importants de données, mais c'est la capacité à les mettre ensemble et va être indispensable pour développer une stratégie de surveillance continue. En particulier, je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les étapes de la vie, pas qu'au moment de l'autorisation de la mise sur le marché, mais aussi au fur et à mesure que les médicaments se déploient dans la vie réelle.
L'agence a vocation à être, comme il s'est dit dans le COP, à l'écoute et au service des citoyens. Peut-être souligner ce qui, depuis plusieurs années, est en marche avec une agence qui doit donc continuer à être transparente dans son action et à l'écoute, afin de renforcer encore la confiance et sa crédibilité en tant qu'autorité de régulation indépendante et impartiale. Cette action et cette nécessité de dialogue de qualité est indispensable pour une action qui soit plus efficace, plus précise et mieux calibrée, à la fois dans le processus de décision et dans le processus de communication. Dernier point, l'agence performante et engagée. C'est l'occasion pour moi de souligner rapidement l'importance de la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. C'est vrai de l'ANSM en tant qu'employeur, et on sait que ces éléments sont des vecteurs de sens, ça participe à l'attractivité, à la qualité de vie au travail. Et puis c'est vrai bien sûr aussi dans l'exercice des missions de l'ANSM dans son périmètre national. Et l'ANSM peut et doit contribuer à accélérer la transition écologique des industriels et des produits de santé à travers un certain nombre d'éléments que je ne détaillerai pas ici. Enfin un mot, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais les actions européennes de l'ANSM ont vocation aussi à se sont progressivement accrues au fil du temps et ont vocation à se développer. Je citerai qu'un exemple, elles sont multiples, mais je citerai l'exemple de la création de l'Alliance Médicaments Critiques, qui est une initiative qui permet d'agréger des actions pour remédier aux pénuries des médicaments critiques, en combinant les enjeux de souveraineté, de relocalisation et de sécurité. En conclusion, ma candidature comme directrice générale de l'ANSM se veut au service des défis qui attendent l'agence. Elle est éclairée de mes expériences antérieures et mes actions s'inscriront dans le cadre du contrat récemment signé. Pour moi, il s'agit de continuer à travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour garantir la sécurité des patients, soutenir l'innovation thérapeutique et renforcer la communication, la transparence et la confiance des citoyens. Je vous remercie. Merci Madame pour cette présentation complète. Alors je vais commencer la série de questions et j'aurai 3 points à aborder avec vous. Vous avez évoqué la période de Covid que vous avez vécue notamment à la PHP et donc l'expérience qui a été tirée des enseignants qui ont été tirés de cette situation. J'aurais voulu savoir selon vous comment, à travers ce que vous avez vécu, vous pouvez transposer cette expérience au sein de l'agence parce que c'était quand même une situation particulière. Donc j'aurais voulu avoir votre regard sur la transposition d'expérience vis-à-vis de l'agence. Deuxième point, vous avez évoqué les enjeux européens à la fin de votre intervention avec notamment des nouveaux outils qui se développent. Mais selon vous, quels sont les enjeux pour lesquels l'agence doit pouvoir peser au niveau européen, notamment sur un certain nombre de sujets en matière de mise sur le marché des médicaments, voire même en matière de pénurie. Vous avez évoqué le sujet, mais la dimension européenne étant particulière, comment l'agence peut être pas simplement participant, mais peut-être même peut être porteur à un certain nombre de projets au niveau européen. Et le troisième point, très pratique, vous avez évoqué le fait que le contrat que la COG a été signé avant votre arrivée. Vous connaissez aujourd'hui à travers le contrat les objectifs qui sont confiés à l'agence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'agence a les moyens pour porter ces objectifs ? Je vous remercie pour ces questions. S'agissant de la transposition de l'expérience Covid, je dirais que peut-être que mon premier point, c'est la qualité du dialogue. L'absolue nécessité de pouvoir avoir des temps où les gens échangent sur les initiatives. Tout le monde s'est remonté les manches et tout le monde dans son champ a fait des choses, avait des idées, avait des initiatives. Et un des enjeux, c'est de profiter de cette intelligence collective. On l'a vu dans la gestion des pénuries, quand on était sur les benzodiazépines, pour ce qui me concerne. On l'a vu par exemple quand on a pu, avec la GEPS, passer en production
avec ce réseau de sous-traitance, passé en production de curare, du Cysatra curium. Et donc là, on a vu à quel point la capacité de mettre ensemble les différents acteurs est efficace. On l'a vu quand il s'agissait de discuter entre nos chercheurs, nos cliniciens qui voulaient tester des molécules, la capacité de l'agence à autoriser des essais en 7 jours, la capacité derrière de suivre. Moi, je l'ai vu, j'ai des souvenirs de coups de fil à des heures assez tardives, par exemple, sur les tests antigéniques, sur comment on accompagnait, comment on avançait ensemble. Donc, probablement que dans ces situations de crise, et vous savez que l'agence s'est dotée d'un dispositif, le CASAR, de crise, qui est directement relié à la direction générale. C'est cette capacité à assurer ce dialogue permanent avec les différents acteurs qui ont tous des choses à amener afin de gagner en efficacité. Sur les enjeux européens, je pense que d'abord, il faut rappeler que, notamment en matière d'autorisation sur la mise sur le marché, l'agence française est très régulièrement dans le trio de tête des États qui réalisent les analyses. Vous savez que le EMA n'est pas une structure qui fait elle-même les analyses, mais elle confie les dossiers aux États membres et travaille ainsi, aux agences des États membres, et travaille ainsi en partenariat, puis avec des moments, bien sûr, où tout le monde échange sur les dossiers d'analyse. Et la NSM est déjà extrêmement présente, mais c'est un enjeu de continuer à peser là-dessus et de maintenir son positionnement. Le deuxième point, je pense, c'est ce qui concerne son positionnement sur, effectivement, dans toutes les discussions, bien sûr, notamment autour de l'acte sur les médicaments critiques et ses prises de position. Dans le cadre de la présidence de la France de l'Union européenne, il y a quelque temps, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en la faveur et de nombreux acteurs de l'ANSM sont présents dans ces commissions et sont des acteurs importants. Et pour synthétiser, je pense que l'endroit où il faut être concerne évidemment clairement tout ce qui va se discuter autour de cet acte sur les médecines critiques et comment on va pouvoir à la fois mutualiser le travail et à la fois gérer ensemble ces sujets de pénurie. La santé reste des prérogatives des États et donc là, comment on arrive à développer et j'allais dire à profiter, ça reboucle avec votre première question, profiter de l'expérience Covid où on a vu que même si la santé reste du ressort des États, une Europe de la santé via ERA, via un certain nombre de dispositifs commence à naître et c'est là-dedans qu'il faut continuer à mon sens à pousser pour les enjeux pour lequel, à l'évidence, l'Europe joue un rôle majeur et on a besoin de cette coopération pour être plus efficace. S'agissant des moyens de l'agence, je note, alors de ma position encore extérieure, qu'ils ont régulièrement augmenté. Alors sans doute toujours pareil, pas à la hauteur, parce que ça ce serait probablement si vous me faites l'honneur de m'accorder votre confiance, je serais probablement dans une situation différente, mais toujours est-il que depuis 2 ans, et ce que j'ai entendu là des derniers arbitrages pour 2025, montre une prise de conscience des enjeux évidemment de la pénurie et notamment du besoin pour la NSM de se doter de plus d'effectifs dédiés à ces sujets de pénurie. Et il y avait déjà eu des recrutements supplémentaires actés l'année dernière et je comprends qu'il y en a d'autres qui ont été actés pour 2025. Très bien, merci madame. Je donne tout de suite la parole à notre rapporteur de la branche maladie, Corinne Imbert. Merci Monsieur le Président, merci Madame, merci Professeur. D'abord félicitations pour votre très brillant parcours et ravie de vous accueillir ce matin. Alors je voudrais aborder 3 points. Les ruptures, les biosimilaires et puis le dossier où la NSM a saisi la justice sur des essais cliniques qui n'étaient pas autorisés.
Tout d'abord, les ruptures. Alors, vous avez largement évoqué le dossier, je n'en attendais pas moins. Je rappellerai juste que l'ANSM s'est prononcée sur des sanctions financières importantes à l'encontre de 11 laboratoires pour un montant de près de 8 millions d'euros pour le non-respect justement de leur obligation de constituer des stocks. Je vais vous poser une question très très naïve. Mais si, vous allez voir, elle est très basique. Très très basique, je vous promets, je suis capable. Je suis capable. Parce qu'il y a quand même un sentiment, enfin c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité d'enlisement. Vous l'avez dit vous-même, le nombre de ruptures ou de risques de rupture a augmenté, enfin, voilà, malgré une feuille de route 2019-2022 et une nouvelle feuille de route pour 2024-2027. Alors ma question très naïve, c'est qu'est-ce que pour vous un stock de sécurité et à quoi doit-il servir? Vous voyez qu'elle est basique, complètement néophyte. Comment? Pas de commentaire, monsieur le docteur, s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, et j'en reviens à la voix de la France, mais c'était quand même sérieux. Elle est basique, mais quand même sérieuse. À quoi doit servir un stock de sécurité? Comment pensez-vous mieux faire entendre la voix de la France, pas seulement au niveau des AMM, mais sur ce sujet des ruptures de stock, parce que vous l'avez dit, les raisons sont multifactorielles. Envisagez-vous de nouvelles mesures de contingentement? Et quel est le poids de la NSM sur ces mesures de contingentement que vous pouvez imposer? Les pouvoirs de sanction de la NSM vous semblent-ils suffisants pour être dissuasifs? Et vous avez évoqué le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur ce sujet. Un recours accru aux sanctions visant les exploitants de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ne respectant pas leurs obligations est-il selon vous souhaitable? Et puis j'allais vous poser une question, mais vous y avez en partie répondu. Est-ce que vous disposerez d'un outil pertinent pour anticiper les ruptures? Alors vous avez dit tout à l'heure, créer un système d'information dédié à la gestion des ruptures. Est-ce à dire que depuis 2019, on n'a pas fait assez dans le domaine? Et puis développer de nouveaux outils, en tout cas la conséquence est de développer de nouveaux outils numériques. Parce que ce sentiment d'enlisement, il est réel. Vous parliez de toute la chaîne, de tous les acteurs. Franchement, en bas de la chaîne, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et la seule réponse de stock chez certains ne me satisfait pas non plus. Donc voilà, depuis le temps que ça dure, comment vous pensez améliorer les choses? Deuxième sujet, les médicaments biosimilaires, puisque la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a entendu développer l'usage des médicaments biosimilaires. C'est un sujet sensible, tant du côté des professionnels de santé que du côté des patients. Comment la NSM entend-elle agir en la matière? Et quand vous en serez... quand vous la dirigerez, comment pensez-vous faciliter l'arrivée des médicaments biosimilaires? Enfin, les essais cliniques sauvages. La NSM a saisi la justice en 2022, puis à l'automne 2023, en raison d'essais cliniques conduits par le professeur Raoult sur plus de 30 000 patients Covid. On revient au Covid entre mars 2020 et décembre 2021. La réaction de la NSM à l'époque a été jugée tardive, alors que l'agence avait connaissance de la conduite de ces essais. Et l'agence a récemment annoncé qu'elle allait à nouveau saisir la justice en raison d'une étude ayant donné lieu à une nouvelle publication du professeur Raoult qui aurait dû faire l'objet d'un avis favorable de la NSM. Que dit cette affaire des moyens dédiés au contrôle des essais cliniques qui fait intervenir la NSM et les comités de protection des personnes? Peut-on davantage sécuriser la mise en œuvre des recherches impliquant la personne humaine? Je vous remercie. Merci. Je donne tout de suite la parole à Florence Lasserate, qui est présidente du groupe d'études cancer. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame pour votre présentation et votre expérience du milieu hospitalier m'amène à vous poser une question peut-être de détail, mais qui finalement représente sans doute des économies de vie et financières. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait réduire les accidents médicamenteux à l'hôpital? Je m'explique. Il y a des multiples logiciels de prise en charge des patients dans chaque hôpital de France, très hétérogènes sur le territoire et qui n'aident pas finalement à
ajuster les traitements et qui sont certainement à l'origine d'accidents médicamenteux qu'on pourrait éviter. À combien estimez-vous ce bénéfice qu'on pourrait obtenir d'une enquête, voire de mesures précises sur le sujet? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous laisse répondre déjà à ces 2 séries de questions. Merci pour vos questions. Alors, s'agissant des ruptures, qu'est-ce qu'un stock de sécurité et à quoi doit-il servir? Un stock de sécurité, à mon sens, s'inscrit dans une mesure de gestion, d'anticipation. C'est la possibilité j'allais dire, de se laisser le temps de pouvoir se retourner et d'agir face à une situation déclarée par un industriel. C'est son premier intérêt, se donner un petit peu de temps et pas se retrouver, pardonnez-moi l'expression, en panne sèche. Son deuxième intérêt aussi est qu'au moment où on peut être du coup en situation et en partie en train de chercher des situations, il peut être utilisé, bien sûr. Il n'a pas vocation à rester statique. Il peut bien sûr servir à délivrer des médicaments. Alors sous un format, j'y reviendrai, probablement plus régulé, mais il peut servir de stock tampon et qui permettent de passer la crise. Si je reviens un peu sur ces questions en règle générale sur le lutte contre la pénurie, je voudrais rappeler quand même que en premier lieu, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent un médicament d'intérêt thérapeutique majeur qui sont tenus c'est eux qui produisent. Désolée de rappeler cette chose aussi très basique, mais ce sont eux qui produisent et c'est eux qui sont tenus d'assurer cet approvisionnement approprié et continu, de manière à couvrir les besoins du patient. Et donc, ils doivent constituer le stock de sécurité que vous avez évoqué. Ils doivent élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des pénuries. Ils doivent prévenir et pallier toute rupture de stock. Ils ne peuvent pas se contenter de dire « Ah, je vais être en rupture ». Ils doivent aussi pallier toutes les ruptures de stock et évidemment déclarer les risques et les ruptures. Le rôle de chacun en la matière est important, vous l'avez dit, les choses s'enlisent, vous l'évoquez de cette façon et je pense que effectivement le sujet est complexe et c'est pour ça que personne isolément ou dans son champ a de solutions et là encore un enjeu de collaboration et d'articulation des différentes mesures. Peut-être je rappellerai juste que la NSM a, en dépit de ce sentiment, rappelé que donc la NSM a posé 750 médicaments qui sont maintenant avec des objets de sécurité à 4 mois, des stocks à 4 mois. La NSM a mis en place l'hiver dernier, ça a été relancé le 10 octobre de cette année, en lien avec les associations de patients, les représentants des professionnels de santé, un nouveau plan hivernal, et qui est une des façons d'anticiper et de limiter les tensions sur certains médicaments majeurs de l'hiver. Et par exemple, c'est quelque chose d'assez agile, puisque cette année est apparu, par exemple, les antibiotiques très nécessaires pour traiter la coqueluche, au vu de l'épidémie qui est en cours. Donc, cette capacité à adapter et à déployer des plans quand on peut anticiper un certain nombre de situations épidémiologiques, voire épidémiques, est importante. Un point... je l'ai évoqué à plusieurs reprises, on est sur une chaîne assez complexe, allant des industriels, avec chez les industriels la production de la matière première, la production du médicament. Déjà en soi, c'est 2 sujets particuliers. Puis ensuite, la façon dont les médicaments sont dispersés, sont répartis sur le territoire. Donc le rôle des grossistes répartiteurs, le rôle des pharmaciens d'officine.
En tout état de cause, en novembre 2023, la NSM a coordonné avec l'Ordre national des pharmaciens la rédaction d'une charte. Alors on peut toujours dire qu'une charte, mais une charte c'est peu d'engagement, mais quand même c'était l'occasion de rappeler, de partager que le médicament n'est pas un objet comme un autre, et que via cette charte rappeler finalement l'équité que tous ces acteurs et l'éthique professionnelle que tous ces acteurs doivent avoir pour obtenir une répartition équitable des stocks de médicaments disponibles sur le territoire. Vous avez cité la feuille de route, et donc effectivement cette feuille de route, je l'ai dit, elle est interministérielle, elle agrège beaucoup d'acteurs témoignant de l'engagement politique pour faire bouger ou pour réagir ou pour plus anticiper. Vous avez évoqué les sanctions. Je ne reviens pas, 11 laboratoires et 8 millions de sanctions pour des non-constitutions de stock. C'est plus que ça ne l'a jamais été en termes de sanctions. Ça traduit l'attention, et je reviens sur les moyens, notamment qui est portée par les contrôles auprès des industriels sur la constitution de ces stocks, sur la qualité de leur plan de gestion des pénuries. Et il me semble que c'est un des outils dont dispose la NSM qui est important de pouvoir faire vivre en ayant les moyens adéquats. Et les choses se positionnent. La NSM a aussi, alors jusque-là c'était avec les ARS, mais à partir du 1er janvier, ça sera seule la capacité aussi de contrôler les grossistes répartiteurs sur leurs obligations de service public, par exemple. Donc on est sur une somme d'actions et donc qui pour autant personne n'a encore trouvé la solution, effectivement, et vous en témoignez. Mais moi je suis persuadée que la capacité à mettre en place les outils pour anticiper, pour voir venir, la capacité à aussi user aussi des chartes qui sont une capacité de dialoguer, de rappeler l'éthique de ces professions sur tous les champs, et puis après la possibilité de sanctionner le cas échéant sont des points et des actions. Encore une fois, la NSM sur ce sujet n'est pas seule. Il y a les industriels qui produisent, il y a la logistique, et puis il y a les autres acteurs publics. J'ai cité à plusieurs reprises la DGE et le ministère de l'économie pour tout ce qui est du pan plus des stratégies de relocalisation, réindustrialisation qui font partie de ces éléments. Donc je pense que le contingentement, pour finir, est une des possibilités offertes à la NSM une fois que malheureusement la situation de pénurie apparaît. Ça fait partie des actions qui sont à sa main dans le cadre d'un plan de gestion gradué. C'est aussi associé... le contingentement, il peut être quantitatif ou qualitatif, en fonction de ce qu'on choisit. Ça s'intègre dans un plan global, je dirais. Il y a aussi pour la NSM l'importance, la possibilité de faire importer des médicaments, initialement des spécialités destinées à l'étranger, ou l'adaptation des conditions de fabrication. Il y a toute l'information des professionnels, et ça reboucle avec la question qui m'a été posée par la suite, et notamment la capacité à accompagner alors, les patients d'un côté, les prescripteurs qui doivent savoir ce qui se passe et savoir le plus vite possible être partie prenante du choix des alternatives et être informés, et puis les pharmaciens qui délivrent. Donc le tout dans un contexte de renforcement du bon usage. Je finirai là-dessus. Encore, enfin, j'allais dire, le bon usage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à la croisée d'un nombre de principes absolument considérables, mais
en particulier s'agissant des pénuries, la réduction du mésusage et la promotion du bon usage et d'une utilisation raisonnée des molécules qu'on a à notre disposition est un point très important. Vous m'avez interrogé sur les biosimilaires et la capacité à développer cet usage. J'en ai à date une maîtrise de l'enjeu qui est peut-être moindre. Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, derrière cette capacité à favoriser la confiance, d'abord dans la confiance dans l'usage de ces nouvelles types de molécules. C'est un point clé pour l'agence. Ces médicaments à date n'étaient pas substituables parce qu'ils ne sont pas strictement interchangeables. Donc là-dessus, il y a un travail. C'est assez complexe, en fait, de comprendre pourquoi c'est pas tout à fait la même chose que les génériques. Et je pense qu'on a un enjeu à faire comprendre ça. Et pour autant, pour expliquer pourquoi on peut avoir confiance aussi dans ces nouveaux types de biothérapie. Donc, et de travailler effectivement dans les cadres dans lesquels la substitution serait envisageable. Et je pense que c'est, de ce que j'ai compris, un travail qui est en cours au niveau de l'ANSM, notamment peut-être par indication, pour commencer. S'agissant du dossier sur les essais réalisés à l'IHU de Marseille, les dossiers... c'est des dossiers pendants et je vous avouerai que je n'ai pas à date les informations pour vous répondre. Les accidents médicamenteux, et je vais commencer par votre propos qui était: est-ce que l'IA permettrait de réduire ces événements indésirables graves en rapport avec les médicaments? Et puis, vous avez évoqué les sujets d'interopérabilité de nos systèmes. Ce qui est certain, c'est que l'IA va pouvoir fournir, notamment aux prescripteurs, des capacités ne prescrira pas à la place des prescripteurs. Mais par contre, pourra apporter dans les logiciels d'aide à la prescription un certain nombre de connaissances augmentées que, j'allais dire, un cerveau humain n'est pas forcément capable de totalement prendre en compte. Ça existe déjà. Il y a un certain nombre de logiciels d'aide à la prescription qui existent déjà. Alors, derrière, ce sont des algorithmes plus ou moins complexes, mais les algorithmes plus ou moins complexes, à terme, ça peut devenir de l'IA, mais les logiciels, pour certains, existent déjà. Et ça va être la possibilité de dire, tiens, cette prescription... il est écrit dans les recommandations cliniques que non, ça ne doit pas être prescrit à quelqu'un de plus de tel âge. Ou attention, vous n'avez pas vérifié la fonction rénale. Et on sait que c'est là-dessus que les choses sont intéressantes. L'interopérabilité de nos systèmes de données de santé est un enjeu clé. Il y a en cours une concertation sur la stratégie nationale en matière de données de santé, sous l'égide de la direction du numérique en santé. Et je pense qu'un des items de cette concertation porte sur l'interopérabilité de nos systèmes pour justement pouvoir déployer, premièrement communiquer, passer les informations d'un système à l'autre. Et là, par exemple, entre la ville et l'hôpital, qui est un enjeu majeur, mais aussi déployer ces outils d'aide à la prescription. Estimer les bénéfices d'un tel à ce stade, je n'ai pas la réponse à ce que seraient les bénéfices en termes de réduction, mais ce qui est certain, c'est que les événements indésirables graves, oui, c'est mon point. On peut probablement, et c'était mon point tout à fait, on a une déclaration des événements indésirables, on a les déclarations en pharmacovigilance, et je pense qu'on peut se donner, en travaillant un peu les données, les moyens effectivement de transformer ça en coût élevé,
tout en commençant par effectivement d'abord transformer ça aussi, enfin pas transformer, mais dans les faits, qui dit événement indésirable grave dit un patient ou des patients qui sont touchés. Merci beaucoup. Alors, je continue pour les prises de parole. Qualifié. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, vous avez dit deux choses au début. La première, sur votre parcours, et j'ai senti que vous étiez un peu hésitante quand vous avez parlé d'évolution inédite de votre parcours. Moi, je trouve que c'est une évolution naturelle et je me réjouis d'avoir un clinicien à la tête de l'ANSM. Ça, c'était pour failloter un peu, mais c'est fait, c'est sincère en plus. Voilà. La deuxième, vous avez parlé réindustrialisation et de vos relations avec le ministre de l'Industrie. Récemment, on a beaucoup parlé, à juste titre, du Doliprane et de la division de Sanofi, donc, et le projet industriel qui a été, semble-t-il, sauvé. Est-ce que vous pensez qu'on a eu assez d'informations techniques sur ces transactions? Je dis technique au niveau médical, je veux dire, puisque, comme vous savez, les produits ne sont pas fabriqués ici. C'est plutôt un conditionnement qu'autre chose, mais j'ai pas plus de détails. Mais ma question n'est pas à ce niveau-là. Ma question, est-ce que ça ne fait pas oublier que la France est très en retard dans la production de biotechnologie et de médicaments innovants? Ça, c'est ma première question. La seconde, qui est un peu liée à celle-là, comme vous le savez, on a surtout pour les médicaments innovants beaucoup de retard, des faibles prix par rapport à l'extérieur, à l'étranger. Alors, avec en plus pour les maladies rares des difficultés d'avoir un SMR suffisamment fort pour avoir des tarifs compétitifs, en tout cas par rapport aux ventes à l'étranger, comment vous pouvez, d'une part, allier les contraintes que nous avons avec les labos pour tout ce qui est stock et tout ça, et disponibilité ici, sachant que certains produits, heureusement très rares, ne sont pas commercialisés en France parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre les labos et l'État sur le tarif. Donc ça, c'est un point. C'est rare, hein, mais c'est important. Ma deuxième question, et je m'arrêterai là, vous avez parlé de l'HAS. Quelles sont vos relations? Quelles sont vos interactions? Comment vous pouvez nous éclairer sur votre façon de voir les choses, vu votre expérience et recul? Je pense que vous connaissez les deux agences. Comment vous voyez cette cohabitation, si cohabitation il doit y avoir, à mon avis, entre ces deux agences? Merci. Merci beaucoup. La parole à Anne-Sophie Romani. Merci Président, merci Madame. Merci aussi Qualifié de ta question sur en matière d'innovation, parce que c'était aussi la mienne. Donc voilà, nous allons réduire le temps de parole. J'aurais une deuxième question du coup à vous poser concernant la démocratie sanitaire, savoir comment est-ce qu'elle s'exprime à l'agence. Je parle bien évidemment de la place des usagers et des patients dans les actions et les décisions de l'ASN. J'aurais souhaité savoir quelle était vous, votre vision, si vous étiez DG demain, quelle vision vous avez de cette démocratie sanitaire? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Alain Milon. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, tout d'abord, merci pour l'ensemble de vos interventions. Je ne vais, quant à moi, pas failloter. J'ai entendu votre réponse au président Bouillet sur l'agence européenne. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Cependant, certains considèrent quand même que vous faites doublon avec l'agence européenne. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu aussi votre réponse sur votre retour d'expérience sur la crise Covid. Alors là, je dois dire que je suis un petit peu déçu, parce que vous avez dit que votre retour d'expérience était avant tout la nécessité de dialogue. J'espère quand même que la nécessité de dialogue à l'ANSM existe depuis plus longtemps que la crise Covid. Enfin, j'ai une question à vous poser. Quel est le budget de l'ANSM et combien de TP avez-vous? Et est-il nécessaire d'en avoir plus ou moins? Très bien. La parole à Céline Brulin.
Monsieur le Président, merci Madame pour votre exposé. Je reviens sur les ruptures que vous avez sur lesquelles vous avez beaucoup développé et les sanctions financières. À votre avis, sont-elles suffisantes puisqu'on voit que les sanctions ont augmenté de manière assez importante, mais que les ruptures augmentent tout autant. Donc ça pose forcément la question de savoir si ces sanctions sont suffisamment dissuasives pour les industriels qui ne font pas les stocks nécessaires. Toujours sur ces ruptures, quels sont les leviers que peut avoir l'agence pour pallier ces ruptures? Parce qu'on voit bien qu'on les constate, on les sanctionne, mais qu'à un moment donné, il va falloir les pallier. Et dans le même ordre d'idée, quel pouvoir peut avoir l'agence? Vous avez évoqué vos relations avec le ministère de l'Industrie et de l'Économie, mais on a évoqué la situation et la cession de la filiale Opella de Sanofi, qui est évidemment au cœur de l'actualité. J'ai un autre sujet en tête qui est dans mon département, c'est la cessation des activités chimie du groupe Exxon, qui aura des répercussions sur la fourniture de matières premières, notamment dans des dispositifs médicaux. En quoi l'agence est associée pour regarder ce qu'impliquent ces situations et les évolutions très compliquées que ça peut amener dans le futur. Et enfin, sur la GEPS produit en partie elle-même, mais à une petite surface, mais s'appuie surtout sur un réseau de sous-traitants. Ce réseau de sous-traitants vous paraît-il suffisamment dimensionné? Faut-il le développer pour que la GEPS prenne le relais plus encore qu'elle ne le fait aujourd'hui pour pallier justement ces pénuries et ces ruptures? Merci. Merci beaucoup. Madame, je vous laisse répondre à cette question. Il y aura encore 3 intervenants derrière. Alors, j'étais pas hésitante sur mon parcours. Je soulignais juste qu'à l'époque, j'ai été une des premières, je crois, à être nommée, à passer du côté d'une direction d'hôpital. S'agissant de vos questions sur l'innovation, effectivement, je ne sais pas si on est... j'aimerais avoir des chiffres sur... Vous évoquez notre retard en matière d'innovation. Ce que je sais, c'est que l'ANSM, justement pour essayer d'être un peu en avance, et donc au moment où des nouveaux industriels, au moment où un certain nombre de start-up, c'est très vrai, dans les dispositifs médicaux, ont des idées d'innovation, l'ANSM a développé son guichet innovation et orientation, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui sert à la fois à interagir, je veux dire, avec l'écosystème, c'est le terme consacré, pour créer cet endroit où on peut répondre aux besoins des acteurs de l'innovation, notamment en matière parfois d'accompagnement réglementaire, notamment en matière de conseils sur comment mener les essais, et également c'est un endroit où on peut entendre, et c'est pas le seul, mais notamment les besoins non couverts pour pouvoir faciliter, par exemple, les repositionnements de produits. Et l'idée est donc de pouvoir accompagner cette innovation avec un accompagnement scientifique et réglementaire le plus précoce possible. C'est ce fameux guichet d'innovation dont l'usage, à ma connaissance, est plébiscité. Et l'ANSM, dans ce cadre-là aussi, a vocation à renforcer encore ses liens avec le monde de la recherche, avec l'Agence d'innovation en santé, qui est un autre acteur à la matière, pour justement favoriser à chaque fois le passage de la recherche. Et on est assez bien passé souvent en matière de recherche et de recherche publique à la production effective et à la mise sur le marché de produits innovants. Vous avez évoqué le sujet notamment et le lien potentiel avec les sujets des
tarifs. Vous me permettrez peut-être de revenir sur le fait que, en l'occurrence, la NSM, dans les chaînes du qui fait quoi en la matière, eh bien, n'est pas en charge de ce sujet des tarifs qui dépend du CEPS. Ceci étant dit, il y a probablement un équilibre à trouver dans les discussions qu'il peut y avoir avec des industriels entre des tarifs qui arrivent sur des médicaments innovants, hein, et donc dont certains sont dans des tarifs assez quasiment astronomiques, et puis effectivement ce qu'on arrive à faire sur les tarifs des médicaments matures. Mais ceci, encore une fois, fait l'objet d'un équilibre et de discussions avec les industriels, et encore une fois, qui n'est pas dans le champ direct de la NSM. S'agissant des relations avec l'HAS, l'HAS, avec sa commission de la transparence et sa commission technique, rend son avis sur le service médical rendu et son avis sur l'amélioration du service médical rendu, et donc qui participe et qui est un des éléments clés dans la séquence de mise sur le marché des médicaments. Donc les relations dans cette séquence, elles sont, j'allais dire, extrêmement serrées. J'ai cité un autre cadre où, notamment dans le cadre des accès précoces, qui ont été donc historiquement, on avait ce qu'on appelait les ATU, et qui ont évolué il y a 2 ans sous forme d'accès précoce. Et là aussi, l'accès précoce, c'est comment on met à disposition dans un cadre encadré l'accès à des médicaments pour lesquels on pense qu'il y a un bénéfice, et avec une sécurité et une balance bénéfice-sécurité qui paraît acceptable. Et ça, c'est un travail qui se fait en collaboration extrêmement étroite avec l'HAS, puisque c'est sur avis de la NSM, mais pour l'évaluation de bénéfices-risques, c'est le cœur du métier de la NSM, et puis l'HAS qui pose le sujet. Donc c'est clairement des relations qui ont vocation à être très serrées. Vous avez évoqué, Madame, le sujet de la démocratie sanitaire. Je constate de ma position extérieure que c'est un des items qui a probablement le plus évolué au fil de ces dernières années. Il y a dorénavant dans chaque instance, dans chaque comité scientifique, la présence des patients, des usagers ou des représentants d'usagers. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'avoir, je reviens sur une petite expérience personnelle, mais des représentants des usagers via une association de patients avec qui je discutais dans mon propre service. Donc, je suis intimement convaincue du bien fondé et de l'absolue nécessité de poursuivre ça, pour des raisons de transparence, de confiance, mais aussi des raisons qualitatives pour j'allais dire, un processus de décision donc plus transparent d'une part, mais aussi pour tous les enjeux de processus de communication, et de façon de s'assurer que la communication qui est faite, elle est adaptée, elle est intelligible et elle correspond aux attentes. Donc sur ce sujet, je suis vraiment particulièrement convaincue de l'intérêt de la position des usagers dans les différentes instances de l'agence. S'agissant de l'agence européenne avec une notion de doublon, pour le coup, dans la mesure où actuellement plus de 80%, je crois qu'on est plus près de 90% des autorisations de mise sur le marché sont faites au périmètre européen. Je ne crois pas qu'il y ait très sincèrement, je crois pas qu'il y ait de doublon, vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement fait que l'agence n'est pas une agence qui contient des agences propres. L'agence européenne travaille, j'allais dire, en relation, et les agences de chaque État membre prennent des dossiers. Donc, à ce stade, mon sentiment est plutôt qu'on a un travail qui est collaboratif et synergique et qui n'est pas en doublon.
S'agissant du budget et des moyens, alors vous me permettrez de regarder les derniers chiffres. Donc on a un budget qui est un peu inférieur à 145 millions. Qui a augmenté au fil des dernières années, et notamment en termes d'ETP supplémentaires qui ont été accordés à l'agence dans le cadre de la gestion des pénuries, avec, je vous l'ai dit, alors j'ai pas de façon officielle les choses, mais de nouveau des demandes qui ont été, sur lesquelles on a été entendu, en tout cas en partie, pour des ETP supplémentaires. Donc il y a un accompagnement. Après, il me semble que les choses évoluent dans le bon sens. C'est l'occasion juste pour moi de revenir sur, peut-être, je vous ai parlé pas mal de numérique, et permettez-moi d'en apporter aussi. Un des enjeux de l'agence va être aussi d'avoir des agents formés à ces différentes technologies et à cette capacité à aussi évoluer avec le temps. Le dernier point, les sanctions sont-elles suffisantes ? Les sanctions sont-elles suffisantes ? Les sanctions qu'on évoque sont des sanctions effectivement sur des non-constitutions de stock. Je pense qu'on est effectivement dans la nécessité de trouver... Alors d'abord, elles sont régies par la loi, donc les sanctions qu'applique la NSM sont celles que la loi lui autorise à appliquer. Elle s'en est emparée, et notamment en réalisant plus de contrôles. Je pense que l'enjeu est de trouver la bonne proportionnalité entre toujours l'équilibre et je dirais vraiment la proportionnalité par rapport au type de médicaments et aux enjeux financiers qui sont derrière chaque médicament. Donc, est-ce qu'il y a matière à augmenter ces sanctions ? Je pense que ça doit être discuté d'une façon un peu globale. Possiblement oui sur certains aspects, possiblement peut-être pas, mais c'est le fruit de discussion. En tout cas, à ce stade, elles sont, j'allais dire, cadrées par l'aspect légal. Quels sont les leviers pour pallier aux pénuries? Est-ce que je peux juste vous donner pallier en pratique? Vous évoquez les plans de réponse gradués, par exemple. Donc, s'agissant des plans de réponse gradués, ils sont multiples. Je les ai un petit peu évoqués. Tout à l'heure. Ils passent par les actions de contingentement, par exemple, qualitatif, quantitatif. Il passe par la promotion du bon usage, notamment quand on est sur des pénuries d'antibiotiques. La promotion est rappelée typiquement sur l'amoxicilline, que pour traiter une angine, eh bien, il est nécessaire de faire un test rapide pour s'assurer que c'est bien une angine bactérienne. On sait que lors de en 22, au moment où il y a eu une tension sur l'amoxicilline, les chiffres, ils n'étaient pas propres à cette période, montraient peut-être 40% de surconsommation d'antibiotiques. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre en particulier, mais en tout cas, on a collectivement un enjeu, j'allais dire autant en tant que citoyen, que prescripteur, que dispensateur, de réaliser que, je vais reprendre un vieux slogan qui vous parle, par exemple, s'agissant des antibiotiques, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et là, en plus, on peut le sécuriser. On peut le sécuriser avec des TROD, avec des tests rapides. Ça fait partie des actions à la main de la NSM. Il y a aussi les possibilités de proposer des substitutions de molécules. Alors ça se travaille avec les sociétés savantes, avec les acteurs de chaque pathologie pour s'assurer que la proposition est sérieuse et qu'elle est associée avec une efficacité et une sécurité satisfaisante. Et on peut aller aussi, comme récemment, sur l'adaptation des circuits de distribution. Il y a sur un antibiotique très particulier, qui est la rifampicine, par exemple, bien le choix a été fait de les distribuer via les CNR, les Centres nationaux de référence sur la tuberculose. Donc on a un nombre d'actions relativement importantes. Et je finirai en ajoutant, puisque vous m'avez parlé de la GEPS, dans les actions potentielles qu'on retrouve au sein de
de la feuille de route, il y a la possibilité de mettre en œuvre des préparations hospitalières spéciales qui peuvent permettre de répondre vraiment au moment où on se met à produire finalement à la place. Je finis juste peut-être la GEPS, plus de sous-traitants. En tout cas, et là je reprends ma casquette AP, ce que je dirais, c'est que effectivement ce réseau de sous-traitants doit être consolidé et probablement posé dans un cadre général en lien avec le service public. Donc peut-être plus, oui, et qui s'inscrivent dans un cadre finalement de mission de service public quand ils acceptent de travailler dans ce réseau. Ça me semble un point important. Bien, alors maintenant, la parole à Jean-Marie Van Lerenberg. Merci, Monsieur le Président. Madame, je vous remercie effectivement des réponses que vous avez déjà apportées. Mais je sais que Pareil, le micro, il faut tourner le bon. C'est l'autre qui est éclairé, voilà. Voilà. Alors, je vous remercie de vos réponses, mais il y a 3 sujets, parmi d'autres, qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. On a beaucoup parlé de la rupture sur un certain nombre de médicaments. On a parlé aussi des tarifs des médicaments innovants, notamment par rapport aux États-Unis, notamment, et puis les conflits d'intérêts chez les experts. Ça vous concerne aussi à l'ANSM. Alors, sur le premier point, sur la rupture, j'ai le sentiment qu'on s'en remet à une gestion décentralisée dans les labos, dans l'industrie, alors qu'il me semble, et j'attends de votre part une action approfondie, en tous les cas forte, sur la maîtrise des informations. Donc, pour pouvoir élaborer des plans, on a les outils aujourd'hui numériques, les algorithmes permettent effectivement de gérer effectivement et d'anticiper les consommations. Je n'ai pas entendu parler effectivement de cette possibilité, en tous les cas, de donner à la NSM les moyens pour pouvoir le faire et pas s'en remettre uniquement à des sanctions auprès des labos qui n'auraient pas respecté effectivement des contingentements. Le bénéfice-risque, bien sûr, c'est la base même de des décisions que vous devez prendre, mais sur le prix du médicament, j'ai vraiment le sentiment que c'est à Londres, avec l'EMA, que ça se passe, que ça devrait se passer, parce que c'est un effet masse. Par rapport aux États-Unis, j'ai regardé un certain nombre de données. On a parfois des écarts de 1 à 10 sur le même médicament innovant. Donc, il est évident qu'on est pénalisé au niveau national si on ne raisonne pas en termes de tarifs médicamenteux avec le EMA. Alors, vous me dites c'est le CEPS, mais sur l'innovation, je crois que la NSM et le EMA devraient avoir un rôle beaucoup plus déterminant. Et sur les conflits d'intérêts, dans un passé récent, on a vu où ça pouvait mener, avec, je pense au Mediator, mais à d'autres médicaments, s'il y a des conflits d'intérêts au sein des experts qui ne sont pas signalés. Et malheureusement, c'est parfois le cas. Donc, qu'est-ce que vous entendez effectivement sur ces 3 questions, comment pouvez-vous agir? Voilà. Merci beaucoup. La parole à Elisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre présentation et puis pour vos réponses à nos questions qui permettent de mieux vous connaître. J'ai 2 questions. La première concerne un nouveau médicament que tout le monde s'arrache, enfin tout le monde, tous ceux qui sont en difficulté par rapport à des problèmes d'obésité, le Wegovy. Et j'aurais voulu savoir quelle serait votre feuille de route face à ce médicament en termes d'accès, déjà, parce qu'on entend dire que certains l'achètent à l'étranger, en termes de sécurité du patient,
parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner dans le temps, et sur l'efficacité et le mésusage. Vous en avez un peu parlé, donc pour l'ensemble des médicaments, mais j'aimerais savoir quelle serait finalement, si vous étiez directrice demain de l'ANSM, quelle serait votre feuille de route concernant ce médicament. Ma deuxième question concerne la pénurie de médicaments. Il y a effectivement un sujet en particulier qui pose problème, c'est les ventes frontalières. Et quelle serait votre action, encore une fois, sur ce sujet? Parce qu'on voit que ça a une incidence très très forte sur les coûts des médicaments et sur finalement les pénuries en France. Merci, madame. Merci beaucoup. La parole à Marie-Do Schliemann. Merci, madame, pour votre présentation et pour votre parcours aussi. Et je ne doute pas qu'il vous permettra d'appréhender au mieux vos nouvelles fonctions si vous aviez le bénéfice d'être nommé. Je voudrais m'associer aux autres interventions sur la question des voies et moyens de remédier aux pénuries chroniques de médicaments, en intervenant plus particulièrement sur la question de l'amélioration de l'information aux professionnels. Alors, on sait qu'il y a la possibilité de recours aux médicaments génériques qui existent, mais ceux-là font eux-mêmes parfois l'objet de pénuries caractérisées. Et puis il y a une autre solution qui est celle des listes de concordance et des tableaux d'équivalence. On sait, les pharmaciens qui sont en première ligne avec les patients qui se présentent avec une prescription peuvent avoir la solution de contacter le médecin prescripteur pour proposer une solution alternative. Quand il est possible de le joindre, on sait qu'avec la pénurie de professionnels de santé, notamment de ville, c'est particulièrement difficile. N'y aurait-il pas une solution, enfin une piste avec une possibilité de faire une aide à la prescription des médecins pour que dès l'étape de la prescription du produit de santé, il y ait l'indication d'une alternative sur une liste de concordance qui permettrait au surplus de répondre aux problématiques de contre-indication qui peuvent se présenter lorsque le patient a de multiples pathologies et qui se retrouve devant son pharmacien qui est en difficulté pour prescrire une alternative quand il ne connaît pas le dossier médical de ce médecin. Alors j'ai entendu notre collègue Corinne Imbert, qui est la spécialiste de la commission sur ces questions, mais malheureusement je ne suis pas aussi calée qu'elle, et donc je me permets de vous poser cette question sur vos perspectives à ce sujet. Merci beaucoup. Et pour terminer, je donne la parole à Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Donc, encore deux questions auxquelles vous avez en partie répondu, mais là, moi, je rebondis sur l'idée du frontalier. Donc, moi, je suis sénatrice du Bas-Rhin, donc frontalier, le département frontalier avec l'Allemagne, et j'ai eu l'exemple d'une citoyenne là récemment qui cherchait du Fongizone, solution buvable à 10%, absolument en rupture de stock en France, et donc elle a passé le Rhin et elle l'a trouvé en pharmacie en Allemagne. Ce qui m'interpelle, c'est 5,87 € le prix en pharmacie en France, pris en charge par la Sécurité sociale, et 22 € elle a payé en Allemagne. Par contre, il n'y a pas de problème, on peut s'en fournir. Donc c'est un exemple des difficultés que nous pouvons avoir et comment on peut encourager les pharmaciens à avoir du stock quand on est en zone frontalière. Voilà. Mon autre question, c'est selon les données de l'association Santé Environnement France, 3,1 milliards de boîtes de médicaments sont vendues en pharmacie chaque année, sur environ 48 boîtes de médicaments par personne et par an. C'est impressionnant. Alors, au-delà de la consommation, il existe un gaspillage important des médicaments. D'une part, à cause de la surprescription. Il y a dans le Grand Est l'expérimentation du parcours Médicis dans plusieurs CHU du Grand Est qui vise à sécuriser la prise de médicaments et à réduire leurs effets secondaires en luttant contre les surprescriptions. Et
il y a aussi en fait les boîtes qui contiennent plus de comprimés que le nombre nécessaire pour le traitement. Alors quels sont les leviers d'après vous de l'ANSM pour lutter à la fois contre la surprescription et contre le conditionnement des comprimés par les laboratoires pharmaceutiques? Peut-on envisager, comme d'autres pays le font, la délivrance à l'unité? Alors bien sûr, quand on est en frontière, on se rend compte de ce qui se fait ailleurs. Et qu'en est-il du parcours Médicis, dont l'expérimentation a été prolongée jusqu'en avril 2024? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Madame, je vous laisse répondre à cette dernière série de questions. Merci pour vos questions. Je reviens sur la maîtrise de l'info et les moyens. Je suis désolée si mon propos n'a pas été suffisamment clair. Bien sûr, ce sujet est majeur et est pris et les outils sont en cours de développement. Ce qui se passe, c'est que, et vous avez raison, les données sont disponibles, mais elles sont en silo, elles ne communiquent pas. Donc le travail est en cours de façon à disposer littéralement d'un tableau de bord. Vous savez qu'un certain nombre des acteurs alimentent directement le dossier pharmaceutique rupture, ce qui permet de faire remonter les choses. Et donc, un des enjeux pour l'ANSM, et je vous rejoins, est effectivement de pouvoir disposer de cette vision globale, dans une vision, évidemment, une volonté d'anticipation et de réaction, mais aussi dans une capacité à transformer ça en tableau de bord et dans une certaine transparence vis-à-vis des différents acteurs. Et le sujet justement de la mise à disposition probablement via le site, alors peut-être pas forcément pour les acteurs professionnels de chaque cercle, mais aussi vis-à-vis des patients. Et effectivement, un des objectifs de ce nouveau contrat d'objectifs. Le prix du médicament qui devrait faire l'objet d'une discussion européenne. À titre personnel et encore une fois à ce stade encore en vision relativement extérieure, je n'ai pas agnostique en la matière. J'entends que sur certains accès à l'innovation notamment, probablement qu'il y a peut-être matière à engager des discussions. Elles le sont peut-être d'ailleurs déjà, mais encore une fois, je n'ai pas à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous répondre. S'agissant des conflits d'intérêts, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire. L'agence travaille avec des experts internes et des experts externes. Elle s'est dotée depuis plusieurs années d'un déontologue et de processus nécessaires à agir en parfaite transparence et dans le respect d'un cadre déontologique et clairement l'ADN de l'agence, et vous avez raison, c'est un point clé pour la confiance et la transparence. Donc ces démarches là aussi sont transparentes pour s'assurer qu'il n'y a pas de lien d'intérêt particulier lorsque les discussions sont faites. S'agissant du Wegovy sur la version plutôt sécurité, prévention du mésusage, je ne sais pas si... Vous savez que ce médicament a été mis en accès précoce jusqu'en 2023, fin 2023. Il y a eu environ 7000 patients traités, et donc avec des données qui sont issues de l'accès précoce. Mais il y a aussi, et c'est mon point, une première étude de pharmaco-épidémiologie qui a été faite sur ces patients traités grâce à la mobilisation du groupement d'intérêt scientifique que la NSM a avec la Caisse nationale d'assurance maladie, le GIS EPIFAR. Vous pouvez trouver les résultats sur le site de l'ANSM. Et ça reboucle avec nos sujets de mobilisation des données et de capacité à suivre en temps réel grâce au chaînage, désolé c'est un peu technique, avec le CNDS, de pouvoir suivre en temps réel
tous les signaux, y compris les signaux faibles potentiels, qui traduiraient des sujets de sécurité sur l'usage de ce médicament. Donc, merci pour votre question, ça me permet de mettre en exergue ces différents dispositifs. Les centres de pharmacovigilance d'un côté, qui sont vraiment les oreilles de l'ANSM, et puis la capacité d'utiliser, travailler les données en vie réelle pour savoir ce qui se passe et analyser cela. S'agissant des sujets des ventes frontalières, j'associerai ça avec la question la deuxième question sur le sujet. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Vous avez évoqué le sujet du tarif qui est pratiqué dans les différents pays et États membres, et ça, on a un peu traité le sujet. Et puis, vous avez évoqué effectivement ce sujet. Je reviendrai probablement sur le rôle et la responsabilité et les missions de santé publique qu'ont les grossistes-répartiteurs, puisque ce sont aux grossistes-répartiteurs, effectivement, d'assurer la répartition équitable sur le territoire. Et là, il y a probablement un enjeu notamment dans les territoires frontaliers, à aller contrôler que ces grossistes-répartiteurs sont bien en conformité avec leurs obligations de service public. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des contrôles qui étaient réalisés par les ARS avec l'ANSM et qui passent sous contrôle au 1er janvier, sous contrôle total de l'ANSM. Et j'ai compris que nous avions et que nous aurions le cas échéant des effectifs supplémentaires qui ont été demandés pour justement pouvoir mener à bien ces contrôles. Vous avez évoqué ce qui concernait l'aide pour les professionnels et notamment en cas de substitution et en cas de comment on passe l'information sur les alternatives thérapeutiques. Il y a effectivement d'ores et déjà des logiciels qui sont équipés de cette fonctionnalité et qui peuvent permettre, c'est vrai pour des prescripteurs et pour des dispensateurs. L'enjeu pour la NSM, c'est qu'ils soient à jour régulièrement et qui correspondent vraiment, parce que les choses peuvent être assez évolutives, et donc qu'ils soient bien à agir. Mais effectivement, ce point est majeur, puisque les pénuries, c'est effectivement des inquiétudes majeures pour les patients d'abord, parce qu'ils ont des risques sur leur santé, mais aussi pour les prescripteurs et aussi pour les dispensateurs. Dernier point, sobriété. Sobriété et je pense que je ne peux être que d'accord avec les sujets que vous avez évoqués. Encore une fois, c'est au cœur du bon usage du médicament. Ça correspond à la fois à la prescription, à la dispensation, j'allais dire à un cadre déontologique de pratique. Ça correspond donc à une qualité des soins. Ça correspond à une réduction de la iatrogénie, parce que un certain nombre de médicaments, on a une consommation qui n'est pas forcément tout le temps pertinente. Et derrière, il y a des conséquences. On l'a évoqué avec les événements indésirables graves. Ça me permet de dire un mot sur juste la décarbonation du soin aussi. Vous vous rappelez, vous savez que 8% des gaz à effet de serre de la France sont en relation avec le système de santé, et que la moitié de ces effets de serre des gaz à effet de serre sont en relation avec le médicament et les dispositifs médicaux. Donc on est vraiment dans une raison à agir et qui est extrêmement importante en termes de sobriété. S'agissant de l'ANSM, la possibilité effectivement de faire de la distribution en dose unique est une option qui est au travail. La réduction du gaspillage, notamment en travaillant sur l'extension possible des durées de péremption, ce qui suppose analyser les stabilités des médicaments, mais participe aux actions qui sont en cours, comme la réutilisation de certains dispositifs médicaux remis en état. Et pour finir, Médicis, article 51, l'expérimentation donc vient de se terminer, l'évaluation est en cours. J'ai eu cette question la semaine dernière, donc effectivement, par un de vos collègues députés,
Et donc l'expérimentation est en cours et nous n'avons pas encore à date les résultats. Néanmoins, si l'article 51 a été accepté, c'est parce que ce sujet de la polymédicamentation et de la iatrogénie associée à ça, en particulier chez les personnes âgées, est absolument effectivement majeur, avec des ordonnances qui dépassent 5, 6, 7. Et donc effectivement, on a toutes les conditions réunies pour avoir des effets secondaires, des interactions négatives. Donc c'est un sujet majeur. Merci Madame Pogam-Burtz, en tout cas pour votre présentation et puis surtout avoir répondu à de nombreuses questions. Vous voyez que votre candidature intéresse. Voilà, donc on va vous laisser, puis après nous allons nous procéder aux opérations de vote. Merci, monsieur.